bonjour à tous. Je remercie vraiment grandement et je suis très honoré par l'invitation de l'organisation qui m'invite à parler d'optimisation respiratoire, ventilatoire au sens large, autour de l'extubation. C'est souvent une période qu'on prend un peu à la légère. On a tout fait très bien, préoxygénation, on en a parlé juste avant. Vous allez voir que je vais repartir sur des recommandations internationales sur le péropératoire. On fait de la ventilation protectrice, c'est super. Mais l'extubation, on n'y fait jamais attention. Et la plupart du temps, ça se passe en salle de réveil. On n'est même pas là en tant qu'anesthésiste réanimateur. On délègue ça assez facilement. Et on va essayer de revenir un petit peu sur différents points et voir comment on peut optimiser les choses. Alors, je vais avoir le même... Non, ça va. Alors, j'ai quelques liens d'intérêt. Vous allez voir que, malgré ceux que j'ai avec des constructeurs de ventilateurs, j'ai rien du tout qui va influer sur ce que je vais vous dire tout de suite. Alors, je reviens sur les recommandations internationales qui s'intéressent à la ventilation périopératoire au sens large. Et puis, j'en suis persuadé, vous faites tous très bien aujourd'hui, et vous faites de la ventilation protectrice péropératoire. C'est-à-dire que vous limitez les volumes courants, 6 à 8 millikg de poids prédit, vous mettez une PEP. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne met zéro de PEP chez nos patients, et c'est au moins 5 cm d'eau. Et puis, en fonction de vos habitudes, en fonction de vos croyances, j'ai envie de dire, vous faites éventuellement des manœuvres de recrutement alvéolaire. Les manœuvres de recrutement alvéolaire, juste petit aparté, très clairement, ça ne changera pas la mortalité, le devenir de votre patient. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va changer les paramètres physiologiques de votre système respiratoire, et notamment, ça va réouvrir des alvéoles collabés, réouvrir des atélectasies, et ça va améliorer la mécanique respiratoire. C'est à ça que ça sert, la manœuvre de recrutement alvéolaire, en tout cas aujourd'hui. Donc ça, je suis persuadé que vous le faites tous. Pourquoi vous le faites ? Vous le faites pour limiter les complications pulmonaires post-opératoires. Vaste sujet, ces complications pulmonaires post-opératoires, donc on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Pardon. Il y a un comité qui s'est réuni et qui a publié en 2018 des définitions finalement. Que sont ces complications pulmonaires post-opératoires? Et vous voyez d'emblée que, en premier lieu, ce qui apparaît, ce sont les atélectasies. Les atélectasies, qu'elles soient détectées par scanner ou par radiographie, par EIT, ce que vous voulez, c'est quelque chose de très important qui, finalement, va faire le lit de complications autres, et notamment les pneumonies, éventuellement des SDRA. Et dans ces complications pulmonaires post-opératoires, ce comité a également rajouté les inhalations pulmonaires. Donc c'est ça qu'on va essayer d'éviter, notamment, en premier lieu, l'apparition des atélectasies. Pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où un patient va présenter une complication pulmonaire post-opératoire, déjà il faut savoir que vous n'allez pas la voir en salle de réveil, hein. Elle va apparaître 2, 3, 4 jours après la sortie du bloc opératoire. Donc c'est souvent le patient qui est retourné en service de chirurgie et qui, au cours de la nuit, commence à désaturer, et c'est le réanimateur qui vient chercher le patient pour l'amener en réanimation parce qu'il va falloir l'intuber, il est en détresse respiratoire, parce qu'il développe sa complication pulmonaire post-opératoire. Donc la plupart du temps, nos patients ils sortent de salle de réveil, tout va bien, hein, et c'est 3 jours après que ça se passe. Et c'est assez important parce qu'à partir du moment, vous voyez cette courbe de Kaplan-Meier ici à droite, à partir du moment où un patient va présenter une complication pulmonaire post-opératoire, globalement, vous allez passer à une mortalité qui va être multipliée quasiment par 15. C'est énorme. Donc ce n'est pas anodin, ces problèmes de complications pulmonaires post-opératoires. Les recommandations que je vous ai montrées en premier lieu, là, publiées en 2019 dans le BJA, posent quelques points et suggèrent quelques optimisations de la période qui entoure l'extubation. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut prôner en tout cas? Et on va essayer de les détailler ensemble et je vais vous les présenter. Dans ces recommandations-là, il n'est pas parlé du tout des curares et de l'antagonisation. J'ai souhaité mettre un point quand même assez important là-dessus. Il y a un grand débat aujourd'hui, les différents curares qu'on utilise, quels sont les antagonistes qu'on doit utiliser. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, peu importe. Je vous renvoie vers les recommandations d'experts de 2018 de la Société française d'anesthésie et réanimation, qui parlent justement de cette décurarisation en anesthésie. Et je voulais juste vous rappeler, avec cette étude de 2016, c'est une étude rétrospective avec toutes les limites, grosse cohorte, mais ils ont fait des appariements statistiques, c'est-à-dire que les cohortes sont bien comparables, et ils ont regardé quel était l'impact d'un curare. Si vous utilisez un curare péropératoire, mais probablement qu'il le faut hein, pour l'intubation, pour la chirurgie, etc., c'est important, il faut savoir qu'à partir du moment où vous injectez un curare à un patient, vous multipliez par 1,79 le risque de survenue d'une complication pulmonaire post-opératoire. C'est inhérent à l'utilisation d'un curare.
Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous antagonisez ce curare, et je vous encourage fortement à antagoniser la majorité de vos patients, et antagonisation dit monitorage, et monitorage qui se fait notamment après l'antagonisation, vous divisez par 2,26 le risque de complications. Donc il est important d'antagoniser vos curares. Je voulais absolument faire un petit aparté là-dessus avant de parler de respiratoire pur. Premier point que dont les experts nous parlent, c'est optimiser la position du patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va extuber notre patient, vous le savez, un patient que l'on met à plat dos va développer des atélectasies. Pourquoi? Parce que le poumon, la cage thoracique en antérieur va venir écraser le poumon en postérieur. Le poids du cœur va également venir écraser le poumon postérieur. Et n'oubliez pas qu'à partir du moment où vous allez allonger et endormir un patient, le contenu intra-abdominal va créer un mouvement céphalique du diaphragme qui va lui-même venir écraser les zones postéro-inférieures pulmonaires. Et tout ça, ça crée des atélectasies qui sont plus ou moins importantes en fonction notamment de la morphologie, des pathologies, on va dire, de notre patient. Et finalement, cette position, on peut l'optimiser assez simplement. Et la première façon de le faire, c'est de mettre le patient en proclive, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous faites. Je pense que vous le faites très volontiers chez les patients les plus à risque, notamment les patients obèses. Moi, personnellement, quand j'endors un patient en bloc opératoire, il est toujours en proclive. À partir de maintenant, quelle que soit sa morphologie, quelles que soient ses pathologies, il est en proclive. Pourquoi? Parce que je vais diminuer les contraintes que je vais imprimer de façon passive aux poumons de mon patient. Je vais réduire la survenue des atélectasies, donc potentiellement, je vais moins amputer ma CRF, ma capacité résiduelle fonctionnelle, qui va faire ma réserve préopératoire en oxygène, lors de la préoxygénation. Et donc, c'est exactement la même chose qui se passe quand vous allez extuber votre patient. Installez-le convenablement parce que finalement, vous allez moins créer d'atélectasie. Deuxième point assez important et assez intéressant, c'est cette étude. Cette étude s'est intéressée à des patients en réanimation, des patients qui étaient difficiles à sevrer. Donc c'est une pathologie, c'est des populations de patients un peu particulières. Il n'y a pas d'étude sur l'extubation de patients en post-opératoire, donc des patients a priori à poumon sain. Mais cette étude a le mérite d'exister. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient comparé 3 positions. Position en décubitus dorsal strict, 45 degrés, 90 degrés. Et ce qu'ils avaient regardé, grâce à des mesures notamment de pression transdiaphragmatique, bref, des mesures un peu poussées de physiologie, et clairement, c'est à 45 degrés que le travail du muscle diaphragmatique est optimisé, est le plus favorable. On est des bipèdes, on est fait pour être globalement debout. On n'est pas bien quand on est en décubitus dorsal. On n'est pas non plus bien quand on est plié en deux, parce que finalement, quand vous vous pliez en deux, vous allez comprimer ce qu'il y a dans l'abdomen et vous allez empêcher le diaphragme de créer sa course diaphragmatique. Et donc, le patient doit avoir travaillé beaucoup plus. Et finalement, mettez vos patients à 45 degrés. C'est ce qu'on fait habituellement en réanimation. Les patients sont normalement entre 30 et 45 degrés. Il faut aussi le faire quand vous extubez un patient où que ce soit, au bloc opératoire ou en salle de réveil, pour optimiser son travail diaphragmatique. Donc cette position, ça coûte 0 €, c'est très simple à faire, et pour votre patient, c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Deuxième point sur lequel les experts insistent, c'est la ZEP. La ZEP, c'est Zero End Expiratory Pressure, c'est ne mettez pas vos patients PEP 0. Comment est-ce qu'on met un patient PEP 0 ? On le déconnecte, tout simplement. On le déconnecte ou on utilise les différents modes qu'on a sur nos respirateurs. Et souvent, ce qu'on fait, c'est on le passe en manspont. Vous savez, on le passe en manspont, comme ça, on va faire monter sa capnie, ça va stimuler son drive, et comme ça, il va se mettre à respirer. Il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut plus le faire, parce que très clairement, vous allez dérecruter votre patient. Vous allez le mettre dans une situation qui va entraîner la formation d'atélectasie, et vous allez mettre dans une situation de précarité pulmonaire qui va faire, comme je l'ai déjà dit, le lit des complications pulmonaires post-opératoires. Donc ne faites pas ça, ne mettez pas votre patient en manspont, en ZEP. Aujourd'hui, les respirateurs, vous avez vu, vous avez la possibilité parfois de mettre une CPAP. Donc si jamais vous voulez absolument le faire, n'oubliez pas de régler cette PEP. Ça, c'est sur un respirateur nouvelle génération. Nous, à Clermont-Ferrand, on est un peu ancestraux et on a des vieux respirateurs. Et si je fais ça avec mon vieux respirateur,
Si je peux vous le montrer, je ne suis pas sûr que j'y arrive. Ça passe plus. J'ai tout perdu. Voilà. Si je passe en mansponte sur ce vieux respirateur, ben regardez ce qui se passe ici. Là, je me mets en mansponte, tac, regardez, je passe à 0. Donc finalement, c'est comme si j'avais déconnecté mon patient de mon respirateur. C'est-à-dire qu'en péropératoire, j'ai tout fait pour lever des atélectasies, pour empêcher qu'elles arrivent, et là, en 1 seconde, je déconnecte, je dérecrute mon patient. J'ai tout perdu. Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. J'ose parler de ce système-là. Nous, on ne l'utilise très clairement plus. La fameuse valve de Digby avec ce ballon non auto-remplisseur, le ballon complètement souple, qu'on va brancher en plus à de l'oxygène à 100%, 15 litres minute. Ben, ce système-là, c'est de la zéro de PEP, globalement. Hein. Vous allez déconnecter votre patient, vous allez le brancher à un ballon qui est en plus plein d'oxygène pur, donc vous allez faire en plus des atélectasies de dénitrogénation, vous allez aggraver la situation. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est quand vous voulez sevrer votre patient, eh bien, il faut le passer en aide. Mais c'est exactement ce qu'on fait en réanimation. Et l'avantage, c'est que vous passez d'un mode contrôlé, vous allez sur un mode assisté, avec une PEP qui sera identique, et donc vous allez passer en VSAI PEP sur votre patient, et il ne va pas se dérecruter. Et vous faites exactement ce qu'on fait en réanimation tous les jours. Vous n'avez pas besoin de passer sur ce système mansponte qui va dérecruter votre patient. Troisième point, n'aspirez plus votre patient quand vous l'extubez. Il n'y a rien de pire. Pourquoi? À partir du moment où vous allez aspirer dans la sonde d'intubation, dans la sonde endotrachéale de votre patient, vous allez créer du dérecrutement alvéolaire. Ici, c'est des études qui ont été faites notamment en réanimation, chez des patients qui avaient des SDRA légers, donc c'est une étude assez ancienne de 2003. Et vous voyez très clairement qu'à partir du moment où vous allez aspirer votre patient, ici vous avez la CRF, le volume pulmonaire de fin d'expiration, très clairement vous allez diminuer ce volume pulmonaire de fin d'expiration qui va après remonter quand vous allez rebrancher le patient au respirateur, sauf que vous, quand vous allez l'extuber en salle de réveil, vous ne le rebranchez pas au respirateur. Donc il n'a plus moyen de se recruter, sauf avec la VNI, mais ça on en parlera éventuellement, on en parlera après. Je passe un peu sous silence les différents autres points. C'était des systèmes d'aspiration close, mais ce qu'on utilise habituellement en réanimation, mais ce qu'on n'utilise pas du tout en anesthésie, sauf cas très particuliers. Et puis si vous voulez faire encore pire, ben en plus vous faites une préoxygénation. C'est-à-dire que vous mettez FiO2 100% et ensuite vous aspirez. Et ce qui a été montré, ici c'est des modèles animaux, très clairement, à partir du moment où vous mettez à 100%, si vous mettez à 100%, et ben vous allez avoir la survenue d'atélectasie de façon majeure. Et même après des manœuvres de recrutement, vous n'arrivez pas forcément à bien recruter toutes ces alvéoles qui ont été déventilées du fait de la dénitrogénation et de l'aspiration. C'est la double peine pour l'alvéole finalement. Et schématiquement, si on a des poumons sains, ils seraient aérés comme ça. Et puis petit à petit, des atélectasies apparaissent. Et vous voyez, ces atélectasies, c'est vraiment du collapsus alvéolaire que l'on voit apparaître. Et donc de l'effet Shunt qui apparaît. La FiO2, puisqu'on en parlait juste avant, quel FiO2 doit-on appliquer à notre patient en péri-extubation? Les recommandations sont assez claires. Ils disent que normalement, il faut plutôt utiliser une FiO2 basse, inférieure à 40% pendant le réveil de l'anesthésie générale. Tout ça pour améliorer la fonction pulmonaire dans la période post-opératoire. Et il faut éviter l'application en routine d'une oxygénothérapie supplémentaire, un peu systématique, que l'on voit souvent faire en anesthésie en salle de réveil. En tout cas, il ne faut pas le faire sans avoir la démarche de comprendre pourquoi mon patient désature en salle de réveil. Un des messages clés, c'est mon patient qui arrive au bloc opératoire sans oxygène, il ne devrait pas sortir du bloc opératoire, en tout cas de la salle de réveil, avec de l'oxygène. Il n'y a pas de raison. Je mets bien entendu de côté tout ce qui est chirurgie thoracique. C'est sûr que si vous avez fait enlever un lobe à un patient, peut-être qu'il a besoin d'un peu d'oxygène. Mais la grande majorité de nos patients, ce ne sont pas ceux-là, et ils ne devraient pas avoir besoin d'oxygène supplémentaire. S'il y a de l'oxygène, c'est qu'il s'est passé quelque chose, et dans 99,9% des cas, ce sont des atélectasies, et cette désaturation est expliquée finalement par un effet Shunt. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule étude qui s'est intéressée à deux niveaux de FiO2 appliqués avant l'extubation du patient.
C'est un anesthésiologie de 2014, 53 patients BPCO, ils avaient randomisé FiO2 1, donc je mets 100% d'oxygène et je les mets 5 minutes avant, non c'était pas 5 minutes avant, c'était quelques minutes avant, je ne sais plus exactement. Et l'autre groupe, je garde les 30% d'oxygène de FiO2 dont j'avais besoin en opératoire. Et je vais les extuber et je vais faire des gazométries à 5 minutes, à 15 minutes, à 60 minutes. Quel est le résultat principal de cette étude? Si vous regardez la PaO2 ou la SaO2, la SpO2, si vous voulez, c'est la même chose. Et très clairement, quand vous avez fait une préoxygénation, on s'en doute, à 5 minutes, la PaO2 est plus élevée dans le groupe auquel j'ai appliqué les 100% d'FiO2 avant l'extubation. Et vous voyez que dans le groupe à 30%, j'ai 61 de PaO2, donc j'ai 2 fois plus dans mon groupe préoxygéné. Ça, c'est vrai dans les 5 premières minutes. Si je continue à regarder ce qui se passe, au bout d'un quart d'heure, au bout d'une heure, les courbes s'inversent. Pourquoi les courbes s'inversent? Parce qu'en fait, quand vous allez mettre 100% d'oxygène, vous allez créer de la dénitrogénation, et votre patient, quand vous allez l'extuber, il n'aura plus de pression extrinsèque apportée notamment par votre respirateur, et du coup, il va se dérecruter, il va faire de la téléctasie. Donc le message, c'est la préoxygénation avant l'extubation, c'est non, sauf des cas particuliers où vous vous dites que potentiellement mon patient, peut-être que l'extubation va être compliquée, peut-être qu'il est à risque de réintubation immédiate, et à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant de faire une préoxygénation avant l'extubation, FiO2 1, mais l'effet bénéfique sera valable que dans les 5 premières minutes, 5 à 10 premières minutes globalement. Ensuite, très clairement, et c'est ce qui va nous intéresser pour la majorité de nos patients, il ne faut plus les préoxygéner avant l'extubation, utiliser la FiO2 qui était nécessaire pour votre patient en péropératoire, tout simplement. Et c'est là que ce sera bénéfique pour votre patient à distance, et notamment ici dans cette étude à 1 heure. L'oxygène en routine, je vais vous renvoyer vers les recommandations anglo-saxonnes, en tout cas, britanniques, parues en 2018. Ne cherchez pas à avoir un patient à 100% de SpO2, c'est antiphysiologique ça. Et surtout, vous ne savez pas à quel niveau de PaO2 vous vous trouvez. C'est la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Donc très clairement, un patient, tant qu'il n'est pas en dessous de 92%, 94% de SpO2, on n'a pas besoin de lui mettre de l'oxygène. Je mets de côté, bien entendu, les patients BPCO, insuffisance respiratoire chronique. C'est une population un peu particulière, j'en parle pas là. Mais la grande majorité de nos patients n'aura pas besoin d'oxygène supplémentaire en salle de réveil. En tout cas, si ce patient a eu besoin à un moment donné d'oxygène, à partir du moment où vous passez la barre des 96%, très clairement, il faut bien penser à l'enlever, cet oxygène. Ça ne sert à rien. Les études aujourd'hui, il y a plein de faisceaux d'arguments qui montrent que ça devient délétère d'apporter trop d'oxygène à nos patients, il y a une surmortalité, et n'oubliez pas que c'est un coût économique, socio-économique, j'ai envie de dire, qui est majeur, un coût environnemental, parce que fabriquer l'oxygène, ça coûte extrêmement cher en carbone, en énergie. Si jamais vous êtes amené à utiliser des FiO2 supérieurs à 0,8, c'est ce que disent les recommandations. Je vous en ai déjà un petit peu parlé avant. Peut-être que mon patient il a un risque d'échec d'extubation assez rapide. Donc c'est ces 5 minutes qui peuvent être intéressantes qu'on va s'acheter de sérénité. Là, à ce moment-là, il va falloir faire quelque chose pour lutter contre la survenue des atélectasies de dénitrogénation. Et à ce moment-là, c'est une pression externe qu'il va falloir appliquer. Et c'est là que la VNI, la CPAP, ou en tout cas des méthodes de pressurisation des voies aériennes supérieures et donc éventuellement des alvéoles devient intéressant. Et donc, cette VNI prophylactique post-extubation, ça peut être intéressant dans le cas où j'ai mis beaucoup de FiO2, mais c'est aussi intéressant dans le cas de certaines populations à haut risque de survenue des atélectasies post-extubation. Et c'est notamment tous nos patients un peu obèses, BPCO, les apnées du sommeil, etc. Ces patients-là, oui, il va falloir leur appliquer des systèmes de pression externe avec des CPAP ou avec des VNI. Le modèle qu'on utilise énormément et qui est extrêmement utilisé dans la littérature en ce qui concerne l'atélectasie, c'est le patient obèse. C'est un patient qui est à très haut risque du fait des contraintes que je vous ai expliquées au début sur le poumon postérieur. C'est des patients qui sont à très haut risque de survenue d'atélectasie.
Un patient habituellement, un patient standard, non obèse, vous voyez qu'ici, tous nos patients, avant l'induction anesthésique, ils auront un peu d'atelectasie. Tous à partir du moment où on va les allonger. Et puis après l'extubation, ils peuvent en avoir plus ou moins. Et puis ces atelectasies, si on fait des scanners à distance tous les jours, chez certains, on voit qu'il y en a qui perdurent. Et c'est ça qui va faire les complications pulmonaires post-opératoires. Le patient obèse, d'emblée, il en a plus. Il part déjà avec une CRF amputée. Et puis après l'extubation, c'est plus important, c'est pareil. Et le problème, c'est que bien souvent, 24 heures après, elles sont toujours là. Donc ce patient, il a très haut risque de complications pulmonaires post-opératoires. C'est typiquement le patient qui va ressortir obèse, qui va ressortir de la salle de réveil avec de l'oxygène, et les débits d'oxygène vont monter de façon insidieuse tous les jours en service de chirurgie. Et à J3, patatras, on va le chercher parce qu'il n'arrive plus du tout à respirer. Et souvent, ça s'améliore, ne serait-ce qu'avec quelques séances de VNI. Et donc cette VNI post-opératoire, elle a toute sa place. Alors je passe rapidement sur les complications pulmonaires post-opératoires. N'oubliez pas qu'un patient qui se dégrade au niveau respiratoire, jusqu'à preuve du contraire, c'est aussi une complication chirurgicale. Ne l'oubliez jamais, il ne faut pas passer à côté d'une reprise chirurgicale qui pourrait être urgente. Mais n'oubliez pas que ces dysfonctions pulmonaires dont on a parlé un peu depuis le début, c'est aussi lié au geste chirurgical, mais aussi c'est lié à notre prise en charge, et notamment notre prise en charge ventilatoire. Si notre patient se dégrade au niveau respiratoire, la VNI a toute sa place. C'est ce qu'on fait en soins continus, en réanimation, en salle de réveil, avec la VNI du patient en détresse respiratoire. N'oubliez pas qu'on a la possibilité d'impliquer du coup, ce que je vous disais, une VNI qui serait prophylactique et on va anticiper la survenue de ces complications. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la majorité des cas, elles sont liées à la survenue d'atelectasie. Ces atelectasies et ces complications pulmonaires post-opératoires, il faut savoir les anticiper et du coup, il faut savoir détecter la population à risque. Et pour ça, aujourd'hui, vous devez, lors de vos consultations d'anesthésie, évaluer le risque de complications pulmonaires post-opératoires. Il y a différents scores qui existent. Dans les recommandations, on parle beaucoup du score ARIS-4 qui permet d'identifier certains critères et finalement d'identifier les patients à risque de complications. Et c'est vraiment ceux pour lesquels il va falloir faire extrêmement attention en périopératoire, j'ai envie de dire au sens large, préoxygénation, péropératoire et extubation. N'oubliez jamais cette période extubation. Est-ce que ça marche la VNI prophylactique? Oui, ça marche. Je vous ai juste mis ici une méta-analyse. On diminue le risque de survenue d'atelectasie post-opératoire en utilisant cette VNI prophylactique. On diminue le risque de survenue de pneumonie post-opératoire et, in fine, on diminue le risque d'intubation post-opératoire. Morgan en a déjà parlé tout à l'heure. Je reviens sur l'étude d'Emmanuel Fitier, ici présent, concernant l'oxygénothérapie nasale à haut débit, étude qui avait été faite chez les patients tout venant en post-op de chirurgie abdominale majeure et application dès la salle de surveillance post-interventionnelle de l'oxygénothérapie nasale à haut débit. Comme Morgan vous l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'impact sur la survenue d'hypoxémie, que ce soit pendant l'utilisation de cette oxygénothérapie nasale à haut débit, qui était gardée à peu près 15 heures en moyenne en post-opératoire, et il n'y a pas non plus d'impact sur la survenue d'hypoxémie à distance après l'arrêt du traitement qui était l'oxygénothérapie nasale à haut débit. Morgan vous a également montré cette courbe. En effet, il n'y a pas d'impact sur la survenue de complications pulmonaires post-opératoires. Petit message quand même intéressant, il y avait une analyse post-hoc qui avait été réalisée dans cette étude qui me plaît vraiment beaucoup, c'est qu'il y a un sous-groupe de patients qui a été étudié, et c'est les patients qui ont bénéficié d'une ventilation protectrice péropératoire complète, VT limité, PEP supérieur ou égal à 5 et réalisation de manœuvres de recrutement alvéolaire. Si je me souviens bien, c'était à peu près 60% des patients qui avaient bénéficié de cette triade. Et à ce moment-là, oui, l'Optiflow avait un impact sur la survenue des hypoxémies post-opératoires, avec un petit P qui était significatif, qui était à 0,019. Donc l'oxygénothérapie, comme Morgan vous l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas d'effet de pressurisation. Par contre, si vous avez déjà bien aéré votre patient, peut-être que vous pouvez limiter la survenue ou l'aggravation d'atelectasie qui pourrait apparaître. Donc il y a peut-être un petit quelque chose à faire, mais à prendre avec des pincettes. Dernier point qui est important, et j'étais très déçu parce que ça n'existe pas dans ces recommandations, et la littérature est inexistante sur cette question-là, c'est mais où doit-on extuber notre patient? Est-ce qu'on le fait sur la table d'intervention? Et ça, je pense que la pandémie Covid a été
extrêmement bénéfique pour nos patients dans ce sens-là, puisqu'on a extubé une grande partie de nos patients sur table pour éviter d'aérosoliser et de prendre des risques pour les patients en salle de réveil. N'oubliez pas que quand vous êtes au bloc opératoire, vous avez un IAD, un MAR, des iBods, un chariot d'urgence dédié à un patient. Quand vous êtes en salle de réveil, ce n'est pas le même boulot. Vous avez grande patients, les salles de réveil sont plus ou moins grandes. Parfois, vous avez un IAD. La plupart du temps, en tout cas nous à Clermont-Ferrand, c'est surtout des IDE dédiés à la salle de surveillance post-interventionnelle. Elles sont souvent avec un ratio de 1 pour 4 patients. Rarement, le MAR traîne dans les parages. Il n'y a pas d'IBOD non plus pour nous aider. Et il y a un seul chariot pour tout le monde. Donc d'emblée, vous voyez que l'environnement il est complètement différent et la sécurisation de nos patients n'est pas la même. Le matériel et les moyens humains ne sont pas les mêmes. Et bien souvent, ce qu'on fait, on va quelquefois transférer notre patient de la salle d'intervention, on va aller en salle de réveil, on va le déconnecter du respirateur, on va le brancher éventuellement sur un bas-vue, avec bien entendu un apport d'oxygène. Donc vous avez une FiO2 1, vous n'avez plus de pression externe, vous avez FiO2 1, vous faites des atélectasies de dénitrogénation. Et puis, quelquefois, on ne les scope même pas, parce qu'on n'a pas le matériel, on a oublié de le prendre, donc quelquefois, on n'a même pas une SAT. Et on arrive en salle de réveil, le patient, il n'est pas frais. Et puis ça, c'est en passant le moment où, quand on le passe de la table d'intervention et qu'on le met sur le lit, il se réveille, il s'auto-extube, et on fait tout ça à l'arrache, dans des conditions qui sont loin, loin, loin d'être optimales. Donc je vous présente juste un peu en avant-première, du coup, les résultats d'une étude prospective observationnelle qui a été initiée par le professeur Audrey Dejon à Montpellier. Donc c'est une équipe qui travaille énormément sur toutes ces thématiques de ventilation. Et je vous présente ces résultats-là. Étude observationnelle qui a été réalisée sur le CHU de Montpellier et sur le CHU de Clermont-Ferrand. On a inclus quasiment 800 patients. Un énorme travail qui a été réalisé par les deux internes qui ont été en charge sur les deux sites de ces travaux, de cette collection de données, Morgane et Charlotte. Qu'est-ce qu'on obtient? Je vous donne les résultats principaux. Quand on extube notre patient en salle d'intervention, moins d'hypotension artérielle, de façon significative, P0032. Moins de désaturation, moins de recours, notamment ici, ce qui sortait significatif, c'est l'oxygénothérapie nasale, pas à haut débit, standard. On avait moins besoin de supplémenter nos patients en oxygène. Donc rien que ça, on a envie de dire, je prends peut-être un peu moins de risques pour mes patients en l'extubant sur table, par rapport à la salle de surveillance post-interventionnelle. Heureusement, dans cette étude, il n'y avait pas plus de complications à J7, les patients n'avaient pas de recours supplémentaires à l'hospitalisation non prévu. Heureusement, c'était globalement plutôt safe pour nos patients. Et là, vous me dites, ouais, mais on ne peut pas, là, parce que moi, si je l'extume en salle d'intervention, ça va prendre du temps, il y a le programme opératoire qu'il faut terminer, j'ai une pression de nos collègues chirurgiens, il faut qu'on avance, parce que voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a également regardé. Alors, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, finalement, on était plutôt rassurés. On prend 7 minutes de plus. 7 minutes de plus pour extuber notre patient en salle d'intervention par rapport à la salle de surveillance post-interventionnelle. Et tout est significatif. On a fait des appariements statistiques avec les différentes cohortes, des pondérations, des méthodes un peu sophistiquées de stats. Il y a plus de complications et on prend en moyenne 7 à 8 minutes et c'est tout. C'est peanuts, j'ai envie de dire, par rapport au temps global de la chirurgie au sens large, qui comprend la part anesthésique. Donc rassurez-vous, ça ne va pas prendre un temps fou, et on peut remettre nos patients probablement plus en sécurité. Mais ça demande bien entendu à être étudié avec des études un peu plus robustes que celle-là, qui est observationnelle, qui a le mérite d'exister, et qui est la première sur le sujet à notre connaissance. Pour conclure, je pense qu'on ne peut pas parler d'extubation tant qu'on n'a pas fait une préoxygénation optimale et une ventilation péropératoire optimale. Ça ne se conçoit que si vous avez tout optimisé pendant toute la période péri-opératoire, et la ventilation protectrice a sa part complète dans cette extubation. Cette extubation, elle est souvent négligée. N'oubliez pas d'asseoir correctement vos patients, de les mettre en proclive, probablement 30 à 45 degrés, c'est ce qui est probablement le plus optimal. Antagonisez vos curares si vous en avez administré, et surtout monitorez bien vos patients. Les doses très empiriques que l'on fait, néostigmine, Sugamadex, faites attention, il y a des études très récentes qui sont sorties, les doses qu'on administre sont souvent insuffisantes pour à peu près 10% de nos patients, donc faites attention à ça.
Extubez-les en pression positive, bannissez le Manspont avec zéro de PEP, bannissez la valve de Digby sans PEP avec ce ballon rempli d'oxygène qui va créer des atélectasies. Utilisez une FiO2 identique au pair opératoire, sauf cas particulier, je pense que vous l'avez compris. Extubation en salle d'intervention si possible. Je pense que c'est un environnement qui est 1000 fois plus sécuritaire s'il doit se passer quelque chose. Il y a plus de manpower, il y a plus de matériel, il y a moins d'entropie si vous voulez, et ça a l'air d'être intéressant en termes de complications, et ça ne prend pas plus de temps, rassurez-vous. Pas d'oxygénation systématique post-extubation. Soyez raisonnable sur les cibles de SPO2 que vous souhaitez obtenir pour vos patients, et probablement utiliser la VNI prophylactique, notamment chez les patients les plus à risque. Et si un patient doit développer une hypoxémie en salle de réveil post-extubation, demandez-vous pourquoi il fait une hypoxémie. Et la plupart du temps, c'est des atélectasies, et c'est là que la VNI prophylactique pourrait devenir intéressante en levant éventuellement ces atélectasies qui se seraient mises en place. Et tout ça, ça ne s'entend que si vous évaluez bien sûr le risque de complications pulmonaires de vos patients en préopératoire, notamment en utilisant le score ARIS-4. Et je vous encourage très fortement à lire les recommandations internationales qui sont très très bien foutues et qui abordent tous ces points-là. Et je vous remercie pour votre attention.